Donc, au cours de la dernière séance, on a eu à travailler sur pas mal de fonctionnalités au sein de Power BI Desktop. On a vu comment créer, ok, ou du moins comment mettre en place un référentiel KPI avant de commencer à calculer nos mesures. Donc, on a eu à créer un fichier, ok, Excel qu'on a appelé référentiel des KPI, où on a essayé de relever ici, disons, certains KPI, ok, que nous allons suivre pour créer nos différentes mesures. Voilà, donc c'est sur la base, disons, de ces indicateurs-là que nous avons tout de suite commencé à créer les mesures que vous voyez ici. Donc, jusque-là, on a créé 6 mesures et ces 6 mesures-là, ok, se sont basées uniquement sur ok, une seule fonction dans ce qu'on a vu jusque-là. Donc, la dernière fois, on a eu à principalement travailler cette fonction-là, la fonction count-row. La fonction count-row permet en fait de compter le nombre de lignes qui se trouvent dans une table. Donc, chaque fois que je mets count-row, il attend, cette fonction, ok, attend que je passe en argument, ok, ou bien en paramètre, le nom d'une table. Donc, si vous mettez uniquement le nom d'une colonne, ça ne marchera pas parce que tout de suite, si je commence à écrire, si j'écris comme ça, count-row, regardez ce qu'on me dit ici. Ok, j'essaie d'agrandir un peu. Count-row attend que je passe en paramètre ici le nom d'un tableau. Donc, compte le nombre de lignes dans une table. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Pour connaître le nombre de lignes qui se trouvent dans la table bannière, on a utilisé la fonction count-row et on a passé en argument, ok, le nom de la table d'une bannière. On a fait pareil aussi pour les autres tables dimensionnelles. Donc, je ne vais pas enregistrer. Et après ça, on a eu également à redimensionner plus ou moins, ok, notre table qui se trouve au niveau de la vue modèle. Initialement, on avait des relations qui étaient établies entre ces différentes tables-là. Et comme je l'ai dit, c'est le comportement par défaut de Power BI. Et pour être le maître de notre modélisation, on a souhaité tout supprimer, nous-mêmes identifier la pertinence ou bien la nécessité de mise en relation entre deux tables et faire la conception nous-mêmes de bout en bout et de A à Z. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ok, la modélisation des données, c'est-à-dire qu'on va continuer à créer nos mesures qu'on a listées ici, vu qu'on aimerait afficher sur notre tableau de bord le nombre de transactions, ok, le nombre de transactions de l'année précédente, etc., les écarts. Donc, c'est des informations comme ça qu'on aimerait ok, analyser. Donc, pour cela, on aura bien évidemment besoin ok, tout de suite de les créer au niveau de Power BI. Donc, bien avant de vraiment démarrer même la formation d'aujourd'hui à proprement dite, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre 5 minutes ou 3 minutes pour faire le tour de la table, ok, afin de savoir si certains d'entre vous, ok, ont des préoccupations, des incompréhensions ou bien des ambiguïtés selon les notions déjà vues jusque-là. Donc, rapidement, on va commencer par M. Ousmane Sissoko. Est-ce que vous avez des préoccupations particulières jusqu'à date? Allô, bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, M. Sissoko. Ok, bon, moi particulièrement, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Je me suis quand même mis à regarder la vidéo de l'autre jour et je suis parvenu à faire tout ce qu'on a eu à voir l'autre jour, quoi. Et aussi, concernant l'actualisation du tableau, Mhm, quand on ajoute un nouveau client, bien un nouveau mhm, produit. Ça n'a pas marché mhm, avec vous la semaine passée. Bon, moi, mhm, je n'avais pas touché à l'emplacement de mes dossiers sources. mhm, mhm. C'était resté intact. Donc, je suis entré dans les fichiers Excel. J'ai apporté une modification en ajoutant des lignes et en Mhm. actualisant sur le Power BI seulement les nombres à augmenter. J'ai vu l'actualisation là-bas. Effectivement. Donc, ça a D'accord. bien marché chez moi. Super. De mon côté, j'ai vu pourquoi ça ne passait pas, mais après, je vais vous expliquer ça. Oui, Cela peut vous arriver, on ne sait jamais. Inch'Allah. Ok. Merci. Super. D'accord, je vous en prie. Alors, Monsieur Bévi David, il vient à peine de se connecter. Alors, il s'agit en fait
de nous dire en fait si vous avez en fait des préoccupations particulières avec ce qu'on a vu jusqu'à date. Oui, merci. Effectivement, en fait, ce qui se passe avec moi, c'est que depuis que je m'étais connecté dans l'espace learning des PL300, l'autre fois, vous nous avez dit que à chaque fois que vous y allez, ça vous signale votre progression, ainsi de suite. Mais Mhm. déjà, je ne retrouve pas euh, là où il faut faire les exercices. Et deuxièmement, comme je ne me déconnecte pas, donc je ne sais pas voir quelle est vraiment ma vraie évolution. Voilà ma préoccupation. D'accord, d'accord, c'est noté. Donc ça, je vais revenir sur ça. Ok, D'accord. OK. d'accord. À part ça, il n'y a pas d'autres préoccupations. Non, à part ça, c'est bon. Je suis en train de suivre pas à pas tout ce que nous faisons, donc ça va. Super, super. Ok, d'accord, merci. Alors, Monsieur Roland Joseph, de votre côté, pour les mêmes questions. Oui, bonjour, bonjour, oui, ça va. Oui, bonjour. Alors, pour la même question, oui, moi, j'ai pas de souci vraiment au niveau de la pratique, je vais dire ça comme ça, mais bon, je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, mais le test que vous avez envoyé la dernière fois, j'ai essayé de le faire, ben, franchement, je m'en suis pas sorti avec un. Enfin, disons qu'il y avait certaines questions que je comprenais même pas du tout, quoi. Je ne sais pas si on n'est pas encore arrivé là-bas ou si c'est moi qui n'ai pas bien suivi certaines choses. Mais bon, ça, j'ai galéré vraiment sur le test là. Et D'accord, c'est ça la principale communication. d'accord. Ok, donc le lab, Oui, oui. Non, super. non, non, pas le lab, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, l'examen blanc, non? Je peux dire. Ah, d'accord. Ok, les 50 questions, c'est ça? Oui, 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 oui. Ok, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Super. Ok, ça marche. On va revenir sur ça. Je prends déjà les avis, puis après, je vais me prononcer là-dessus. Alors, merci, monsieur Roland. Donc, monsieur Ngom, allô? Est-ce qu'il me suit? Ngom, alors, je sais pas, mais bon, il ne nous suit pas. La première préoccupation se situe au niveau de monsieur David concernant la prise en main ok, de Microsoft Learning. Donc, vous pouvez prendre de votre côté n'importe quel navigateur. Je vais sur Google. Tout ce que je vais faire ici, je vais juste cliquer ici, OK. Voilà, certification. Tout simplement, certification PL300. Voilà, certification PL300. OK. Et lorsque je viens, vous voyez le premier lien ici, examen PL300, analyse des données Microsoft Power BI. Et là, quand on regarde ici le nom de domaine là, OK, on voit ici au niveau de Microsoft Learn. Quand on regarde le lien également, vous voyez learn.microsoft.com. Donc, lorsque je vais cliquer OK, sur ce lien-là, automatiquement, OK, je pointe directement sur OK, la page de Microsoft. Et comme je le disais, pour voir vos progressions, vous voyez ici, ça c'est des cours que moi j'ai déjà terminé. Mais quand je viens dessus, vous voyez que rien n'est signalé. OK. Pour cela, rassurez-vous de vous connecter en fait. Dans le coin supérieur à droite, c'est connecter. Donc là, je vais me connecter à mon compte. Je suis en train de me connecter. Et là, je vais me connecter avec le compte, avec ce compte-là. OK. Là, je me connecte avec ce compte. Et là, vous voyez que je suis maintenant connecté. Vous voyez là, j'ai ici profil, paramètres, etc. Donc, lorsque je reviens encore, regardez ce qui va se passer. Lorsque je vais venir ici, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Effectuer, effectuer. Pourtant, tout à l'heure, lorsque je n'étais pas connecté, ils ont dit démarrer, démarrer. Donc, Microsoft sait que moi, j'ai terminé déjà ce cours, la prise en main de l'analytique de données. Donc, les cours ici sont ordonnés. Il faut aussi les réviser par ordre pour vraiment être dans la logique. Donc,
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir au niveau du parcours prise en main de l'analytique des données Microsoft. Oui, M. Bévi, vous avez la main levée. Oui, excusez-moi de vous interrompre. C'est que je veux savoir, est-ce que vous êtes obligé, après une connexion, quand vous avez fini de vous déconnecter, vous ne pouvez pas vous laisser comme ça la page et puis vous quitter seulement l'application? Non, c'est une plateforme. Bon, là, je ne sais pas comment Microsoft gère ça. Mais quand vous connectez, rassurez-vous pour voir est-ce que vous êtes connecté. Si vous n'êtes pas connecté, l'idée, c'est de vous connecter en fait. Oui, parce qu'à chaque fois, ça indique pour moi, vous êtes connecté et je regarde bien mes initiales, mon nom est là. Mais après, bon, voilà, je vais suivre Ok, quand donc même là, ok, les dans ce cas, c'est positions. super. En fait, si vous êtes connecté maintenant, la question c'est de savoir est-ce que vous avez réellement fait en fait les différentes lectures. Parce que lui, quand est-ce qu'il va m'expliquer, c'est que vous avez effectué en fait ces parcours-là. Lorsque vous connectez, logiquement, vous devez voir en fait les mêmes informations que je vois présentement. Donc, supposons que vous voulez en fait réviser le parcours prise en main de l'analytique des données. Vous allez tout simplement cliquer sur ces parcours-là. Mais dans ces parcours, on a plusieurs modules. Ça vous allez commencer à faire les lectures, tout. Maintenant, ici, quand je viens, vous voyez, on m'a affecté 700 points ici. OK, à ce niveau-là, on m'a affecté 700 points parce que j'ai terminé. Lorsque je viens au niveau de ce module-là, premier pas avec l'analyse des données, je clique sur ici, vue d'ensemble. Et là, vous voyez ici, vous voyez que tout est bon. J'ai déjà tout effectué. Mais vous, de votre côté, si vous n'avez pas encore fini les lectures, vous n'allez pas voir en fait ici ces symboles-là qui montrent que vous avez fait la lecture. Donc, pour faire la lecture, vous allez juste cliquer en fait sur le module même. Vous cliquez sur le module, vous voyez, vous faites les lectures, vous faites votre lecture également. Ok, je prends ici introduction. Quand je prends introduction, je fais ma lecture, tout. Dès que j'ai fini, je fais continuer. Voilà. Donc, c'est au fur et à mesure que vous avancez de cette manière-là que Microsoft va dire que vous avez fait la lecture. Voilà, donc c'est ça qui se base pour dire que vous avez vraiment fait la lecture et c'est valable pour le reste des modules. Donc, vous avez la main levée. Monsieur David. Non, c'est bon, c'est une ancienne main, je l'ai baissée. Ah, d'accord. Ok. Donc, la logique, elle est simple, hein. Ok, donc c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que je viens ici sur le parcours, je regarde le module que je vais réviser, je clique dessus et là, je clique sur introduction. Dès que j'ai fini la lecture de l'introduction, ok, je fais suivant, en fait, continuer pour passer à la page suivante. Dès que j'ai fini, je clique sur suivant, continuer, ainsi de suite jusqu'à ce que, voilà, voilà. Vous voyez ici, il n'y a pas de, comment dirais-je, pour ce module-là, il n'y a pas de lab. Donc, quand il n'y a pas de lab, vous ne verrez pas. Mais là, il y a, par exemple, ici, contrôle de connaissances, il y a un exercice que vous devez traiter. Donc, vous voyez ici, il y a quelques questions qui sont là que vous devez traiter. Dès que vous finissez ça, vous faites vérifier vos réponses. Et là, si vous avez trouvé les réponses, ils vont vous dire que vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, ils vont dire que vous n'avez pas trouvé et montrer en fait les parties du coup que vous devez réviser. OK? Donc, supposons par exemple, si on essaie de répondre à ça, ok, involontaire rapidement pour que on puisse vous montrer comment ça se passe. Donc, comme c'est M. Bévi David qui a posé la question, donc qu'il active son micro. Donc, ici, comme première question concernant en fait le parcours 1, on dit quel rôle dans les données utilise les fonctionnalités d'analytique avancées spécifiquement pour les rapports et les visualisations. On parle ici des scientifiques de données, ingénieurs de données et puis on parle de l'analyse des données, des data analyst. Donc, parmi les trois là, ok, qui jouent en fait le rôle, ou du moins qui utilisent en fait les fonctionnalités d'analytique avancée pour la gestion des rapports et des visualisations. Donc, c'est une question qui ouvre le micro. Voilà, dites ce que vous pensez et puis voilà. Monsieur Bévi David. Allô? Oui. Quel Ok. rôle dans les données utilise les fonctionnalités d'analytique avancée spécialement pour les rapports et les visualisations? Donc, ici, C'est l'analyse des données. voilà, ici, il s'agit du data analyst. Et très souvent, en fait, c'est la version traduite. Normalement, c'est quelque chose qui est en anglais. Donc, comme c'est traduit, parfois, vous allez voir que
Les thèmes sont un peu bizarres, mais bon, analyse de données, voilà, c'est data analyst, data engineer et data scientist. OK? Et si vous vous souvenez, en fait, dans le PowerPoint de départ, je vous ai présenté en fait leur rôle dans les données, où on a parlé de quoi? On a parlé de business analyst, data engineer, data scientist, database administrator, etc. Et même, j'ai même parlé encore, OK, de data steward qui ne figurait pas ici. OK? Donc, très souvent, ici, c'est l'analyste de données, le data analyst qui va gérer en fait les fonctionnalités d'analyse de données afin de concevoir un rapport, OK, et un tableau de bord. Donc, ici, la réponse est bel et bien analyse de données. Et là encore, on vous dit ici, quelle tâche de l'analyse de données a un impact critique sur les performances durant la création des rapports et l'analyse des données. Donc, on nous demande ici s'il s'agit de modéliser, analyser et visualiser. Et regardez déjà, il y a un mot qui est très important ici. Performance. Et performance. Ça, c'est très important. Donc, après, je vais vous dire pourquoi c'est très important. Donc, ici, la réponse, c'est quoi? Modéliser. Modéliser. En fait, la performance de vos données dépend du degré, OK, ou du moins de la qualité de votre modélisation. Si vos données ne sont pas bien modélisées, vous allez voir que vous allez quand même obtenir les résultats, mais quelque chose qu'on pourrait obtenir par A plus B, vous êtes passé par A plus B moins C, moins, en tout cas pour vraiment aboutir au résultat. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment ralentir votre modèle de données. OK. Et la troisième question maintenant ici, on demande ici laquelle des options suivantes, OK, est l'avantage clé le plus important de l'analyse des données. Une analytique décisive, OK, les décisions commerciales informées ou bien des rapports complexes. Donc là, qu'est-ce qu'on va choisir ici comme réponse? Une analytique décisive. OK. Bon, d'accord. On va prendre. Et après, ici, l'idéal, c'est de vous montrer, en fait, lorsque vous avez une bonne réponse, comment Microsoft réagit. Et lorsque vous avez une mauvaise réponse, comment il réagit. Ce qui est intéressant, déjà, il y a une mauvaise réponse. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que là où on n'a pas trouvé, là, il va nous montrer les chapitres qu'on doit réviser pour pouvoir venir répondre à cette question-là. Et là, c'est très important. Donc, lorsque vous faites vérifier vos connaissances comme ça, vous voyez ici, par exemple, ici, ce n'était pas la bonne réponse. Lorsque c'est la bonne réponse, il met et il vous donne une définition claire. Il peut arriver que dans la question, c'est un peu fermé en fait. La question est un peu fermée, mais quand on vous donne la définition ici, ça vous permet tout de suite de vous retrouver. Parce que la définition qu'on vous donne ici, c'est textuellement pareil que dans les chapitres que vous avez révisés. Donc là, voici une analyse des données, OK, c'est des visuels appropriés pour aider les décideurs de l'entreprise à obtenir des connaissances précises et utiles à partir des données. Mais là encore ici, modéliser. Un modèle de données optimisé et adapté est plus performant et offre une meilleure expérience d'analyse des données. Mais là, ce n'était pas ça en fait. OK, là, on vous dit voici, l'un des principaux avantages de l'analyse des données est la capacité à révéler les insights précieux à partir des ressources de données de l'entreprise afin de prendre des décisions optimales au moment opportun. Donc, lorsque je viens ici, bon, là, ils n'ont pas précisé. Sûrement, il y a eu une mise à jour. Sinon, avant, quand il y avait une mauvaise réponse comme ça, on vous donne la bonne réponse et on vous donne les liens afin d'aller réviser, en fait, la partie. Bon, vous allez voir que le dump des 50 questions que je vous ai envoyées, c'est comme ça qu'ils ont procédé là-bas. C'était pareil ici également. Bon, apparemment, ils ont laissé cette partie, mais on vous donne quand même la bonne réponse, en fait. OK? Voilà. Donc, moi, si vous avez compris ça comme ça, c'est pareil pour les autres. Et là, vous avez un résumé de ce que vous avez vu au cours de ce parcours d'apprentissage. C'est quand vous finissez tout ça là maintenant, là, Microsoft dit que vous avez terminé le chapitre. OK? Est-ce que c'est bon pour la prise en main? Vous pouvez vous en sortir maintenant? Allô? Oui, c'est tout bon, monsieur Ouattara, c'est tout bon. OK. OK, super. Alors,
Maintenant, au niveau de Joseph, concernant sa préoccupation avec le DEMP que j'ai envoyé là, en fait, le DEMP, c'est tout à fait normal que vous ne vous retrouviez pas ok, au niveau de certaines questions. La raison est simple, on n'a pas encore tout vu. Et le DEMP, je suppose que vous avez fini une formation Power BI, vous êtes déjà habitué avec Power BI, donc voilà, on vous pose des questions et l'autre n'est pas important ici. C'est-à-dire que le DEMP peut commencer par une question qui parle en fait de la sécurité au niveau des lignes. Voilà, la deuxième question va aller tomber par exemple sur, je sais pas, optimisation des requêtes, etc. Sur des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est tout à fait normal. Et mais bon, même si, si vous ne trouvez pas en fait la question, on vous donne quand même la possibilité de voir en fait les liens qui vous permettra d'aller réviser cette notion-là. Et ça permet également aussi d'anticiper certaines choses ok, par rapport à la formation. Et vous aussi également de vous tester si on a par exemple tout ce qui est en relation avec l'identification de la source de données, tout ce qui va traiter en fait, disons, le mode de stockage, ça c'est forcé, ça c'est des questions qui viennent toujours à l'examen, ça c'est clair. Ok, le mode de stockage, on a vu les trois modes. Donc, on peut vous poser des questions sur ça comme ça. Ça, c'est des choses, si vous ne trouvez pas, vous devez remettre en question pour dire, ah bon, ça, c'est des choses qu'on a vues, mais si je ne trouve pas, c'est que je dois bien réviser cette partie-là. Donc, c'est comme ça que vous devez voir, en fait, au niveau des DEMP. C'est bon? Alors, Oui, M. oui, Joseph, oui, c'est oui, bon? c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, Mais par contre, super. j'avais une autre question, c'est est-ce que si on refait un autre, ce sera la même chose ou ce sera des questions différentes? Non, le DEMP, avec Oui. l'examen, Non, non, je veux c'est pas dire, que- si Mhm. le dump là, il y a qu'un seul ou bien il y en a plusieurs sur lesquels on peut s'entraîner. Non, pour l'instant, c'est le premier que je vous ai envoyé, les 50 Ok, questions. Tout ce que ok. vous avez à faire déjà, ça c'est le premier challenge. Réussissez d'abord ce test. Par le temps que vous réussissez, monsieur va vous dire que vous n'avez pas encore réussi. C'est un test international. Oui, 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 C'est-à-dire que oui, la note de passage, c'est 80. Le 80%. Quand vous aurez les 80%, vous me dites, je vous envoie en fait le deuxième lien. Il y a encore d'autres DEMP. Mais il ne faudrait pas que je vous envoie oui. plusieurs DEMP. Pourtant, vous n'avez même pas Ok, encore réalisé un DEMP. ok, Ça sera ok. vraiment de vous disperser quoi, dans la révision. Oui, oui, je vois. Je vois. Voilà. Merci. Ok, super. Alors, donc, comme vous l'aurez constaté, au cours de la dernière séance, on a eu à créer ces mesures que vous voyez là. Et pour une question de test, j'ai voulu en fait modifier au niveau de la source de données l'une de ces tables-là afin d'observer ces changements-là ou bien ces effets-là au niveau du Power BI Desktop. Et lorsqu'on avait fait les tests, on a observé aucun changement au niveau de la visualisation. La raison est simple. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que bon, je travaille sur plusieurs ordinateurs. Donc, ça, c'est ma machine perso avec laquelle je fais la formation. Mais je synchronise en fait mes données sur mon OneDrive personnel. C'est-à-dire que c'est lié à mon Gmail. Mais donc, là même, vous l'avez constaté. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai des données sur un autre ordinateur où, c'est-à-dire que les données se trouvent sur le bureau, n'est-ce pas? Sur le bureau ici. Et moi, dans mes sources de données, j'ai utilisé en fait, regardez bien ce bureau, on a combien de fichiers ici? C'est-à-dire que vous voyez qu'on a Corbeil, on a Power BI Desktop, formation, et on a ces dossiers-là, trois dossiers, n'est-ce pas? Donc, lorsque je viens cliquer sur bureau, est-ce que, regardez bien ici, en fait, les informations qui sont là, si c'est pareil que les informations qui sont ici, c'est pas pareil en fait. Donc, le bureau qui est là, c'est-à-dire quel que soit l'ordinateur que je vais me connecter et que je me connecte sur mon OneDrive automatiquement, voici les informations qui vont s'afficher sur le bureau. Donc, même si aujourd'hui, je vais par exemple dans un autre pays sans un ordinateur et que on me donne un ordinateur, automatiquement, j'ai accès à tous ces fichiers qui se trouvent sur mon bureau en fait, d'un autre ordinateur que j'utilise en fait. Et là, c'est synchronisé automatiquement, c'est synchronisé. OK? Et là, c'est ici que je m'étais connecté en fait. OK, c'est ici que je m'étais connecté pour faire les modifications. Comme c'est comme c'est plein, quand j'ajoute des données, il ne prenait pas en compte en fait. OK, il ne prenait pas en compte. Parce que ça peut être dû à un souci de synchronisation des données. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé en fait les sources et je me suis connecté ici. Là, c'est sur mon bureau, mais ce n'est pas lié à mon OneDrive en fait.
C'est ici que je me suis connecté. Vous voyez ici, on a 3 dossiers. Formation, DSGPL 300, DAS. DAS, DSGPL 300, formation Power BI. Donc, c'est ici maintenant que je me suis connecté. Vous voyez ici, c'est ici que je me suis connecté. Donc, si je viens au niveau de la source de données, regardez bien ici, au niveau, par exemple, au niveau des bannières, nous en avons 6. Si je viens apporter une modification tout à l'heure au niveau des bannières, ok, étant ici, je prends ici la table bannière, vous voyez que j'ai 6 tests. Si j'enlève normalement la ligne, la 6e ligne ici, donc nous sommes à 5 bannières maintenant. Donc, ce qui veut dire quoi? Normalement, si je viens maintenant réactualiser ok, mon rapport ici, bannière doit devenir combien? 5. Voilà, vous allez constater que ça va devenir 5 en patiente. Donc, il est en train d'actualiser okay, les données. Voilà, vous voyez que c'est devenu 5 maintenant. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et puis voilà. C'est bon pour tout le monde. Donc, si c'est bon pour tout le monde, nous allons avancer en fait, ok, au niveau de nos traitements. Mais bien avant de continuer avec les... Ok, ok, dans la salle d'attente. Ok, donc avant de, avant de continuer en fait avec les calculs de nos mesures, ce qu'on va faire ici, comme requête, on peut nous demander par exemple, on dit nous avons 114 produits dans notre catalogue, mais on aimerait voir en fait la répartition de ces produits-là par fournisseur. C'est-à-dire que nous, pour notre activité, pour le bon fonctionnement de notre activité, c'est-à-dire qu'il y a 10 fournisseurs qui nous fournissent des produits que nous commercialisons en fait. Mais arrivé à un moment donné, le responsable demande, ok, comme requête, quelle est la répartition de ces 114 produits-là par ces 10 fournisseurs. Ça veut dire quoi? Moi, je vais par exemple ici prendre, je dis n'importe quoi, un tableau. Voilà, je prends par exemple ici un visuel type tableau et je prends mes fournisseurs. Mes fournisseurs se trouvent dans la table dit mon fournisseur, nom du fournisseur. Donc, voici mes 10 fournisseurs qui sont là. Ok, voilà, il y a ici Amisoft, Kokasi, Dima, Distriacam, Projuma, etc. Donc ici, ce sont mes fournisseurs. Maintenant, chaque fournisseur peut me livrer un ou plusieurs produits. Donc, je vais voir en fait, pour les 114 produits-là, quelle est la part de chaque fournisseur. Donc, je viens ici, je prends tout simplement ici, ok, produit, nombre de produits qui est là, je prends le nombre de produits. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Nous constatons que le nombre de produits est identique pour chaque fournisseur, ce qui n'est pas juste. Normalement, quand je prends les produits qui sont fournis par le fournisseur, par le premier fournisseur, plus le produit de Africa Distribution, donc jusqu'au produit de Prosuma, le total doit me donner 114. La preuve, quand je fais 114 plus 114 plus 114, le total ne peut pas me donner 114, ce qui n'est pas exact. Donc là, nous sommes dans un problème de modélisation en fait. Et là, pour identifier, posez-vous la question. Ici, le nom du fournisseur provient de quelle table? Le nom du fournisseur provient de la table d'un fournisseur. Super, on a identifié cette table. Maintenant, le nombre de produits, c'est une mesure que nous avons calculée. Et cette mesure qui est ici, nombre de produits, c'est base, ou du moins c'est basé sur une table qu'on a appelée DIM produit. Donc, ce qui veut dire que ici, ces deux informations-là proviennent de deux tables différentes. C'est-à-dire qu'il y a la table des fournisseurs et il y a la table des produits. C'est comme tout bête, on vous donne en fait deux fichiers, vous, en tant que des experts certifiés par OBI, on vous donne un fichier de fournisseur et on vous donne un fichier, ok, de produits. Et on vous dit, ok, dans le fichier de produits, on n'a que l'identifiant, ok, de fournisseur à l'intérieur avec le produit. Maintenant, dans le fichier de fournisseurs, non seulement vous avez l'identifiant de fournisseur, mais vous avez également, ok, le nom, aussi, voilà, les informations sur ce fournisseur-là. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour, en fait, retourner le nombre de produits effectivement livrés par chaque fournisseur? Vous n'allez pas procéder de cette manière-là. Quand je viens ici, par exemple, sur la table de produits, voici mes 114 produits. Ici, vous voyez dans le coin inférieur gauche, je vois ici 114 lignes. Et chaque ligne correspond à un produit. Je ne vais pas venir ici, ok, identifier
OK, par exemple, quand je viens ici pour le premier produit, vous verrez qu'on a une colonne numéro du fournisseur. Vous voyez, numéro du fournisseur. Donc, on me dit que le premier produit est livré par le fournisseur numéro 5. Je vois un peu. Donc, la question qu'on me pose maintenant, c'est de savoir, quand je prends ici par numéro de fournisseur, combien de fois, en fait, OK, nous avons de produits. Donc, ce qui veut dire que le numéro du fournisseur, OK, qui se trouve dans la table DIM produit doit être lié à la table, OK, ici, à la table DIM fournisseur via ce même numéro-là. Donc, c'est ainsi que nous allons bien travailler avec la vue modèle. Et ensemble, on a vu la dernière fois comment est-ce qu'on pouvait disposer ces tables-là. Donc, tout de suite, on va faire quoi? On a déjà identifié nos deux tables. Les tables identifiées, OK, sont, nous avons la table DIM produit qui est ici et la table fournisseur. Un fournisseur peut livrer et ou plusieurs produits. Donc, il faut que je mette ici en relation ces deux tables. Maintenant, pour mettre en relation deux tables, il faudrait que ces deux tables aient un élément en commun. OK? Maintenant, quand on dit un élément en commun, je ne vais pas me mettre tout de suite à regarder toutes les colonnes de la table d'un fournisseur, toutes les colonnes de la table d'un produit, afin d'identifier l'élément commun. Je peux me retrouver dans des cas où j'ai 50 colonnes dans une table. Okay, ou bien j'ai 30 colonnes dans un fichier, je fais comment? Est-ce que je vais analyser colonne par colonne pour identifier l'élément commun? Non, parce que quand on fait Power BI, c'est pour être productif. Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord identifier en fait la clé primaire des tables concernées. Donc, ici, quand je prends la table DIM fournisseur, je me demande ici quel est l'élément qui me permet d'identifier de façon unique chaque fournisseur. Lorsque je vais ici, au niveau de cette vue-là, vous voyez, quel est l'élément qui me permet d'identifier de façon unique chaque fournisseur? Bien sûr que c'est le numéro du fournisseur. C'est comme si c'est son numéro matricule au sein de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on a un fournisseur, on l'a fait un numéro matricule. Donc, ce qui veut dire que si on prend le numéro du fournisseur 1, même si on n'affiche pas ces informations-là, à travers ce numéro-là, on pourra associer le nom du fournisseur qui est derrière, on pourra récupérer la ville qui est derrière, on pourra également récupérer le district qui est derrière. C'est comme ça que vous devez vraiment visualiser la chose. Maintenant, ici, il faut se poser la question aussi également, lorsque je passe au niveau de la deuxième table qui est concernée, quel est l'élément qui me permet dans cette table-là d'identifier les informations de façon unique? Bien sûr que c'est le numéro du produit. C'est le numéro du produit ici qui me permet d'identifier de façon unique un produit donné. OK? Mais après, il faut se poser aussi la question à savoir, c'est-à-dire c'est en fonction de quoi ici on veut désagréger les données. Bien sûr que c'est en fonction des fournisseurs. C'est en fonction des fournisseurs que nous, on veut analyser en fait les produits. Donc, ce qui veut dire que l'élément commun à rechercher ici doit être le numéro du fournisseur. Donc, si je prends le numéro du fournisseur qui est ici, je vais regarder au niveau de la table d'un produit. Est-ce que le numéro du fournisseur se retrouve dans cette table? Je commence à vérifier. Je regarde, je vois ici numéro du fournisseur. Super. Donc, j'ai récupéré l'élément commun. J'ai le numéro du fournisseur dans la table DIM fournisseur. J'ai également le numéro du fournisseur dans la table DIM produit. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant procéder à la mise en relation. Et c'est simple. Que ce soit du côté de la table DIM fournisseur ou de la table DIM produit, il me suffit de me placer sur le nom, numéro du fournisseur. Je fais appui maintenu. Je glisse et je viens déposer sur le numéro du fournisseur qui se trouve dans l'autre table. Et tout de suite, vous voyez qu'une relation est établie entre ces deux tables. Et qu'est-ce que signifie en fait cette relation-là? Nous observons tout de suite trois éléments. Nous avons ici un premier élément avec le chiffre 1, un deuxième élément avec étoile et un troisième élément avec une flèche. Déjà, la flèche va indiquer le sens des filtres, ou du moins des filtrages des données. Le 1 signifie que dans la table d'un fournisseur, il n'y a pas de doublon à l'intérieur. Si dans cette table-là, on a 100 éléments, c'est que ces 100 éléments-là sont uniques. Maintenant, l'étoile veut dire que dans cette table-là, l'élément peut se répéter en fait.
on peut avoir des doublons. OK, on peut avoir des doublons. Donc, la question qu'on nous a demandé maintenant, comme ici, on peut avoir des doublons. OK, on peut avoir des doublons. Des doublons de quoi? Des doublons de numéro du fournisseur, en fait. Pas de produit, mais des doublons pour le numéro du fournisseur. Parce que c'est en fonction du numéro du fournisseur qu'on a pu établir ici la relation. Donc, le numéro du fournisseur du côté d'un fournisseur, OK, est unique. Le numéro du fournisseur du côté d'un produit peut se répéter. Donc, le fait de savoir combien de produits est livré par chaque fournisseur revient à prendre ici un fournisseur donné et de venir calculer ou du moins compter au niveau de la table d'un produit combien de fois le numéro du fournisseur se répète. Si je reviens ici, par exemple, supposons on veut savoir, par exemple, quelle est la part des produits qui nous sont livrés par le fournisseur Prosuma. Et Prosuma a pour numéro du fournisseur 1. Donc, je prends 1 et je viens filtrer ma table d'un produit. C'est-à-dire que je prends 1 ici, je viens filtrer en fait au niveau de ma table d'un produit. Par exemple, d'un produit ici, le fournisseur qui correspond à Prosuma, c'est le numéro 1. Donc, je viens ici et je prends tout de suite le numéro 1 ici, je filtre. Ah, OK. Donc, le fournisseur 1 me livre 12 produits. Vous voyez ici, ligne filtrée, ça fait 12 produits. Donc, normalement, dans les tableaux qu'on a eu à faire là, la partie nombre de produits affectés à Prosuma sera 12. Donc, c'est comme ça qu'il va faire pour chaque produit. Il met 1, il va mettre 12 comme nombre de produits devant. Il prend 2, il met également aussi le nombre de produits qui est livré. Donc, si j'annule, si j'efface ici tous les filtres et que je reviens au niveau de la vue rapport, regardez ce qui se passe maintenant, les amis. Vous voyez, au total, on a 114. Donc, si on additionne 9 plus 14 plus 6 et ainsi de suite, tout de suite, on va tomber sur 114. Donc, vous voyez que la donnée a commencé à avoir du sens. OK? Maintenant, les tests qu'on a fait, c'était avec quoi? C'était avec Prosuma. Prosuma, ça fait 12. Et on avait trouvé 12. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, il va venir regarder le numéro du fournisseur. On prend un numéro du fournisseur ici. Si c'est le numéro 4, supposons qu'on prend le numéro 4 et on vient filtrer dans la table d'un produit pour savoir le numéro 4 se répète combien de fois. Donc, si on revient ici, OK, là, on va regarder le numéro 4 au niveau d'un fournisseur. Le numéro 4 correspond à Amisoft. OK, Amisoft. Donc, je vais regarder maintenant dans la table d'un produit. Amisoft se répète combien de fois? Le numéro du fournisseur, c'est le numéro 4. Donc, je vais ici, je prends ici le 4 et je compte, il se répète combien de fois? 13 fois. Donc, si je vais dans ma visualisation, Amisoft, je dois avoir 13 devant. Voici, il y a 13 devant. Donc, c'est comme ça que les données circulent derrière. Donc, quand vous allez finir, les gens, c'est ce qu'ils voient. Mais vous, par derrière, vous voyez en fait tout ce que j'ai expliqué là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation des données. Il faut comprendre dans les moindres détails le flux de circulation des données. Ça, c'est très important. Donc, on fait le tour de la table rapidement pour savoir si tout le monde a compris ça déjà. Allô? Monsieur Bévi David, jusque-là, est-ce que est bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des ambiguïtés? Si oui, n'hésitez pas pour que je puisse revenir sur ces notions-là. Je crois que ça va. Super, super. OK. Monsieur Roland, de votre côté, c'est bon? Monsieur Sissoko Ngom, c'est bon de votre côté? Oui, oui, ça va, ça va. Ça va de mon côté. Super, super. OK, Ngom, activez le micro maintenant. Allô? Oui, ça va. OK, super, 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 super. Alors, donc, c'est très important ce qu'on a commencé là, parce que la modélisation des données est un aspect vraiment très, très, très important. Lorsque vous allez regarder au niveau du... Je regarde ici, lorsque vous allez venir ici, je reprends tous ces machins-là. OK, je reprends tout ça. C'est pour juste vous montrer quelque chose. La modélisation des données va jusqu'à 35% à l'examen. Et vous ne devez pas jouer avec ça. Bon, tout ça là, c'est lourd. OK, voilà. Je vais enlever tout ça. Là. OK. Je vais prendre ici le PL300. Voilà, tout simplement. Je prends ici PL300. C'est pour juste vous montrer quelque chose.
Voilà, ok. Oui, ce qu'il est en train de faire, je vais vous montrer quelque chose, préparation. Voilà. Je vais vous montrer en fait au niveau du programme. Ah non, PL900. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, PL300 plutôt. Donc, si je prends ici le PL300, vous allez voir que la modélisation des données, regardez bien ici, modéliser les données, ça va jusqu'à 30% à l'examen. Donc, c'est un aspect qui est très important. OK? Donc, une fois que vous avez bien assimilé ça comme ça, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en fait au niveau du volet visualisation, j'ai pris ici le visuel qu'on appelle tableau, table, afin de pouvoir en fait afficher mes données à l'intérieur. Si je ne vais pas les donner dans un tableau et que je vais voir mes données, par exemple, dans un graphique à bas empilé, comme ça, graphique à bas empilé, je ne fais que cliquer dessus et automatiquement, il me transforme ça en graphique à bas empilé. Mais si je voulais, par exemple, un histogramme empilé, je prends ici histogramme empilé. Donc là, sur cette première ligne-là déjà, pour connaître le nom des visuels, là, c'est très simple. Tout ce qui est couché, vous voyez, ce visuel-là est couché. Tout ce qui est couché, on va d'abord parler des graphiques à barres. OK? Maintenant, lorsque vous voyez que c'est deux barres comme ça, ça veut dire que couché et puis on a des compléments comme ça, c'est empilé. Lorsque c'est la même taille, c'est empilé 100%. Graphique à barres empilé 100%, graphique à barres empilé. Mais lorsque c'est détaché, c'est graphique à barres groupé. Donc, j'ai ici graphique à barres empilé, graphique à barres groupé, graphique à barres empilé 100%. OK? Mais tout ce qui est arrêté, c'est histogramme. Donc, quand je prends ici, c'est histogramme empilé, histogramme groupé, histogramme empilé 100%. Vous voyez comme c'est simple. Il faut appeler les choses par les noms. Donc, très souvent, les gens ils font de la mauvaise visualisation en fait. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut afficher les données dans un camembert ici, c'est-à-dire graphique en secteur, quand est-ce qu'il faut utiliser un histogramme, quand est-ce qu'il faut utiliser un graphique à bas. C'est très important de vraiment savoir et d'appeler également aussi les choses par les noms. Vous allez voir que cela va se sentir dans votre langage lorsque vous serez en train de parler de visualisation. C'est bon? Alors, donc, si vous avez compris ça, comme ça, je pense qu'on va avancer. Donc, vous voyez ici, j'ai pu, résoudre en fait le problème, d'affichage du nombre de produits par fournisseur. OK, super. Donc, si je viens encore au niveau des produits, c'est que, imaginons qu'on me demande d'afficher le nombre de produits encore. Je prends ici, je vais CTRL-C, CTRL-V pour juste dupliquer ce visuel-là. Et là, le besoin d'afficher en fait le nombre de produits. On me dit qu'il y a 114 produits. Maintenant, ces 114 produits-là, je voulais les répartitionner par bannière, OK, ou même par catégorie, etc. Donc, si je vais les répartitionner par bannière, j'enlève ici le nom du fournisseur et je viens prendre ici, bannière, le nom de la bannière ici. Je fais glisser et je vais déposer là. Et là encore, tout de suite, nous sommes maintenant des professionnels, afin de détecter qu'est-ce qui ne va pas dans nos données. Lorsqu'on voit ça déjà, c'est un problème de modélisation des relations. Parce que là, le nombre de produits est une mesure qui a été calculée à partir de la table d'un produit. Et nous voulons afficher les informations qui se trouvent dans cette table-là en fonction des informations qui se trouvent dans la table non de la bannière. Donc déjà, c'est d'aller regarder, est-ce que le numéro de la bannière est disponible dans la table d'un produit. Donc je viens ici au niveau de la modélisation, j'identifie la table, c'était quelle table déjà là? Bannière, d'une bannière, je vois ici le numéro de la bannière. Est-ce que le numéro de la bannière se retrouve au niveau de la table d'un produit? Quand je regarde, je ne vois pas, je ne vois pas en fait le numéro de la bannière. Quand c'est comme ça, tout de suite, mettez-vous à chercher où se trouve le numéro de la bannière, hormis la table d'un produit. Est-ce que vous voyez un peu? Hormis la table d'un produit, où peut se trouver encore, disons, le numéro de la bannière. Donc, en fait, quand on parle de bannière, aussi, essayez de comprendre en fait ici le métier, comment est-ce que est organisé les données. En général, quand vous partez dans les supermarchés et qu'on entre dans un magasin, vous allez voir des bannières, vous allez voir des étagères, les données sont vraiment départementées, etc. OK, donc la probabilité est forte que le numéro de la bannière se trouve en fait dans le magasin. Et lorsqu'on vient dans le magasin,
Ah, on voit ici le numéro de la bannière. Donc, de la même manière que nous avons pu mettre en relation ces deux tables-là, c'est de cette même manière-là que nous allons bien sûr mettre en relation ces deux tables également. Je fais glisser et je dépose sur l'autre nom lequel qui se trouve dans la table bannière. Donc, vous voyez ici, en fonction, vous voyez là, on prend ici de 1 plusieurs. Donc, ce qui veut dire que pour un magasin, c'est que pour une bannière donnée, c'est qu'on peut avoir une bannière une ou plusieurs fois au niveau d'un magasin. OK? Donc, par exemple, si vous voulez voir le nom des bannières, par exemple, si je viens ici, bon, je peux annuler les filtres que j'avais appliqués ici. Je viens au niveau des bannières. Par exemple, si je veux voir ameublement plus. Donc, ameublement plus, il peut arriver que dans un magasin, on a une bannière ameublement plus, OK? Ou bien il y en a, ça ne nécessite même pas. Peut-être qu'il y a un magasin, on n'a que ameublement plus et puis un meuble Lebo. Ça va dépendre. OK? Donc là, si je viens ici au niveau de là, j'ai pu effectuer la mise en relation. Mais jusque-là, OK, rien ne se passe. D'accord? Mais quand je viens ici au niveau de cette vue-là, rien ne se passe. C'est pas bien grave. Donc je reviens encore ici. Je cherche. Est-ce que en fait, la table d'IM bannière a été mise en relation avec la table d'IM magasin à travers l'élément commun qu'on appelle le numéro de la bannière. Dès que j'arrive à ce niveau-là net, je regarde ici. OK, je regarde ici. Quand je regarde par exemple, je prends ici le numéro du magasin déjà. Le numéro du magasin peut se retrouver encore dans quelle autre table, OK, parmi les tables disponibles ici. Je regarde ici, OK, faire vente. Quand je regarde faire vente, tout de suite, je vois ici numéro. Quand je cherche numéro du magasin, ici se retrouve également ici numéro du magasin. Donc je prends ici numéro du magasin, je glisse et je dépose au niveau de la table fait vente. Donc vous voyez ici, pour un magasin donné, on peut effectuer une ou plusieurs ventes. C'est ce que ça veut dire. OK? Et quand je me mets au niveau de la table fait vente, c'est la table des faits. Normalement, OK? Partout, toutes les flèches qui vont venir vers faire vente, là, ce sera des étoiles en fait. Parce que c'est une table des faits. Donc, dans ce cas-là, maintenant, je me mets au niveau. Qu'est-ce qu'on vend? C'est des produits qu'on vend. Donc, je viens maintenant, je me mets sur la table d'un produit. J'identifie en fait le numéro de produit. Ici, numéro du produit. Je glisse et je dépose sur le numéro du produit qui se trouve dans la table fait vente. Et quand je fais ça comme ça, à travers que tous ces micmacs que j'ai fait là, c'est que le produit que j'ai calculé ici, je pourrais désagréger par bannière qui se trouve jusqu'à ici. Et lorsque je viens maintenant ici, là, vous voyez que toujours, OK, on a en fait les mêmes informations. Ne vous inquiétez pas. Donc, je n'ai pas encore fini, OK, la modélisation. Et lorsque je viens encore à ce niveau-là, vous voyez que c'est bien fait. Le nom de la bannière, le numéro de la bannière est bien lié, OK, au numéro de la bannière qui se trouve dans 10 magasins. Et lorsque je viens ici, bien évidemment, le numéro du magasin est lié au numéro du magasin qui se trouve dans la table de vente. Et lorsque je viens ici, le numéro du produit se trouve au niveau du numéro du produit qui se trouve au niveau de la table fait vente. OK. Maintenant, quand j'avance encore, on va essayer de mettre tous en relation en même temps. OK. Ici, au niveau des magasins encore, on peut voir des magasins par département comme ça. Donc, je prends ici le numéro de la catégorie tout de suite. Je mets ça ici au niveau du numéro de la catégorie. Et là, je viens dire département. Vous allez voir qu'il y a le numéro du département ici. Je le prends, je le mets sur numéro de département. OK. Et regardez encore ce qui se passe. Lorsque je reviens, rien ne se passe. OK. Donc là, je viens, je vais faire toutes les relations possibles. Vous verrez que rien ne s'est passé. Après, je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, je reviens ici. On n'a pas encore fini. Donc là encore, il peut arriver qu'on ait besoin d'analyser nos données en fonction d'une période donnée. Donc, il faudrait aussi que je mette en relation ma table. Vous voyez que j'ai une date ici, j'ai une date ici. Donc, je dois mettre en fait ces deux tables-là en relation. Mais cette table-là est un calendrier. Donc, il faut qu'on précise ça. Donc, je vais faire ça au niveau de la vue des données en sélectionnant tout simplement ici la table fait vente. Ayez ce réflexe-là. À chaque fois, pardon, je sur la table d'IMDate. À chaque fois que vous allez créer votre table de date de façon réflexe directe,
ok, définissez en fait cette table-là comme étant une table de date. Donc, je viens là, je viens cliquer ici, marquer comme table de date. Et cette table de date sera créée en fonction de la colonne date ici, et je fais OK. Tout de suite, vous allez constater quelque chose. Lorsque je viens là, vous voyez qu'il y a une carte d'identité qui apparaît OK, au niveau, à côté du nom, à côté de la colonne date. Et lorsqu'on vient ici maintenant au niveau d'ici, on voit cette carte d'identité-là. Donc, c'est cette colonne-là que nous allons prendre et nous allons la mettre ici au niveau des dates. Et on va constater que j'aime pas cette manière d'affichage comme ça. Bon, souvent aussi, c'est de l'esthétique, hein, voilà, et essayer de voir en fait comment est-ce que vous voulez que vous donnez ces présentes. Bon, moi, je vais juste faire ça comme ça un peu. Voilà, voilà. Je préfère ça comme ça. Donc, c'est juste une question d'esthétique, hein. Donc, je vais sélectionner ceux-là comme ça. Essayez de faire en sorte que ce soit quelque chose de bien beau, joli et tout. Voilà, c'est très important. Alors, donc, une fois que j'ai fini de faire ça, il me reste encore une table, c'est la table de mesure. Ici, on ne va pas effectuer de mise en relation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va créer comme mesure là, va apparaître ici. C'est juste une table de mesure qu'on a créée. C'est tout. OK? Mais lorsque je reviens encore, et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai toujours vide. En réalité, il faut aussi quand même savoir, il faut être logique en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des produits. OK? Et je vais voir ces produits-là par ameublement plus. Ce n'est pas logique en fait. Si on me dit par exemple, les ventes qui ont été effectuées, quelle est la part de chaque bannière, tout de suite on peut faire sortir ça. Mais ici, lorsqu'on vient au niveau ici de la vue des modèles et que je regarde ici 10 bannières, on voit ici que pour une bannière donnée, OK, ou du moins une ou plusieurs bannières peuvent se retrouver au niveau d'un magasin. Dans ces cas-là, la logique, c'est de désagréger en fait le nombre de magasins par bannière, en fait. Donc, quand je viens comme ça, ici, j'enlève par exemple ici le nom, le nombre de produits, vous allez voir ce qui va se passer, et je prends tout de suite le nombre de bannières, et lorsque je prends, vous voyez que ça sort bien. C'est-à-dire qu'ameublement, plus il y en a un. Quand je faisais référence, c'est pas, j'ai pris la même chose. Ok, nom de la bannière, j'avais dit magasin plutôt. Donc je viens ici, je prends magasin, comme ça. Et lorsque je prends magasin, vous voyez que nous avons au total 68 magasins. C'est ça que je vais comprendre. Donc quand on prend les 68 magasins, on a 14 magasins, ok, pour lesquels ici on a ameublement plus. C'est que ameublement plus là, ok, apparaît dans 14 magasins. M comme, ça c'est juste des noms qu'on a donnés comme ça. Ok, meubles et décoration Simone se trouve dans 18 magasins, ainsi de suite. Cela nous permet de savoir en fait, ok, les bannières disponibles au niveau des magasins. Là, c'est logique. Parce que lorsqu'on vient ici, regardez bien au niveau de la modélisation, tout de suite, on peut vraiment observer ce comportement-là. Attendez, c'est pas bien. Voilà. Ok. Bon. Lui, il pense que quoi? Voilà. Donc ici, quand on regarde, vous voyez qu'on prend en fait une bannière et on vient voir, ok, c'est-à-dire que on vient filtrer en fait dans la tête du magasin pour voir cette bannière-là est présente combien de fois et elle peut être présente une ou plusieurs fois. C'est pareil aussi que pour les catégories, ainsi de suite. Donc là, est-ce que vous avez tout et chacun a compris en fait la logique de la modélisation, comment est-ce que les données se comportent? Donc, rapidement, je vais prendre une personne comme ça pour me rassurer que c'est bon. Ngom, de votre côté, c'est bon. Est-ce que là, le rythme est bon? Est-ce qu'on suit bien? Oui, c'est bon, chef Fédégué, c'est bon. Je suis en train de suivre, c'est bon. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. Si tout de suite, quelqu'un dit, bon, vous dites, ah, ben, je suis en train de faire une formation avec Ouattara, est-ce que là, vous pouvez aujourd'hui expliquer à quelqu'un pourquoi, ici, au niveau de la table fournisseur, on a une flèche qui quitte là-bas pour venir vers 10 produits. Ici, on a un. On a ici une flèche ici. Ici, on a étoile. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Bon, ça, c'est, je pense que ce que vous venez de dire, c'est la relation entre les deux tables.
la table DIM fournisseur et la table DIM produit. Donc, Super. je pense que vous avez une clé de relation entre les deux tables qui permettent de mettre les relations entre les deux tables. Donc, si aujourd'hui, on a besoin d'interroger le table de fait et le table de dimension, donc le table de fait qui est DIM produit, le table de dimension qui est DIM fournisseur, où les données se répètent là-bas tous les jours parce qu'on a plusieurs fournisseurs. Et dans le table produit, donc où on a où il y a n produits n fournisseurs dans les tables produits. Donc là-bas, il y a plusieurs, l'étoile là signifie plusieurs, et dans le table DIM fournisseur, c'est un. Donc c'est comme ça que je l'ai compris, quoi, en gros. Je ne sais pas si j'ai bien dit ou pas. Super. Je pense que c'est vraiment excellent, c'est bien compris. Et vous avez fait ressortir une notion très importante ici. Et c'est là, en fait, qui va faire la différence entre vous et les autres. Vous voyez, bien vrai que j'ai écrit 10 mots produits, mais il a dit quoi? Il a dit que c'est une table d'effets. Et c'est vrai. En fait, pour la table fournisseur, la table DIM produit devient une table d'effets parce que les éléments peuvent se répéter. Absolument. Et c'est ça que je dois comprendre. Le DIM qu'on a mis ici, là, c'est en fonction, en fait, de la table d'effets. Voilà. Déjà, mais je me pose la question, même si vous avez déjà côtoyé les données dans un environnement de modélisation déjà. Qui, moi? Oui, vous? Oui. Ah, d'accord, c'est super. Non, parce que la réaction déjà me fait dire que déjà vous avez déjà travaillé dans un environnement de modélisation de données, surtout base de données, en tout cas, c'est propre, c'est super. Ok, super. Voilà. Et vous expliquez bien aussi. On comprend bien, quoi. L'explication. Ok, super. Donc je suis rassuré, c'est que vous allez bien aider ceux qui seront dans les mesures. Donc, ça me rassure. Alors, donc, c'est comme ça qu'on va faire. Ok, au fur et à mesure qu'on avance, je vais vraiment désigner. En fait, ne craignez rien. Nous sommes tous des professionnels ici. On est venus pour apprendre. On dit ce qu'on pense et ensemble, on essaie de corriger, on essaie d'apprécier ensemble et on avance. Donc, soyons vraiment dynamiques au cours de vraiment cette formation-là pour qu'on puisse vraiment atteindre l'objectif qui est l'obtention de la certification PL300. Ok, c'est juste une parenthèse. Alors, donc, une fois que tout le monde a compris ça comme ça, donc maintenant, on va se référer à notre référentiel des KPI. Donc, tout cela, on les a déjà calculés. Et tout le monde a compris, ok, comment est-ce qu'on pouvait calculer ces mesures-là. Donc, par exemple, dans le commentaire comme ça, je peux mettre tout simplement ici, ok, 40 euros. Voilà, juste pour rappeler que c'est cette fonction-là qui a été utilisée pour, ok, la création, ok, de ces, du moins pour les calculs de ces mesures-là. Donc maintenant, on nous demande maintenant nombre de transactions. Et on dit nombre de transactions, en fait, ici, c'est quoi? Ça va être ici le nombre, ok, le nombre total de lignes, ok, ok, le nombre total de lignes de la table, ok, de la table de vente. Voilà, de la table de vente. Ok, voilà, ou bien je peux mettre tout simplement ici de la table DIM, fait vente plutôt, que je suis en train de dire, voilà, ok, fait vente. Qu'est-ce que je vais voir? Voilà, comme ça. La table fait vente, comme ça. Ça dit que, on me dit quoi? Pour calculer ici le nombre de transactions, en réalité, je viens compter le nombre de lignes totales qui se trouvent dans la table fait vente. On est compté maintenant. Donc, si on doit les compter le nombre de lignes totales qui se trouvent dans la table fait vente pour connaître le nombre de transactions, ici, M. Bévi David, quelle est la fonction DAS que nous allons utiliser? Quelle est la fonction DAS que nous allons utiliser ici pour pouvoir compter le nombre de lignes qui se trouvent dans la table qu'on a appelée fait vente? C'est count. Ok, donc il a dit count. Donc on prend un autre avis déjà. Donc count veut dire quoi, M. Bévi David? Count veut dire Compter. compter. Maintenant, ici, on dit quoi ici? Qu'est-ce qu'on va les compter? On va les compter. Le nombre total de lignes. Très bien, le nombre de lignes. Et ligne, c'est quoi ici? C'est row en fait. Donc, compter les lignes, 40 rows. Donc, la fonction à utiliser ici, c'est 40 rows. Okay. C'est bon? Okay. Super. Donc là, on va calculer, on va utiliser ici la même fonction qui est là aussi pour calculer le nombre total de lignes qui se trouvent dans la table fait vente.
Donc, on revient au niveau de notre Power BI. Je me mets ici, nouvelle mesure, comme on sait déjà bien le faire. Donc, au niveau de nouvelles mesures, je vais d'abord donner un nom à ma mesure que je vais appeler nombre de transactions. Nombre de transactions. Et le nombre de transactions n'est rien d'autre que le nombre de lignes qu'on obtient avec la fonction count_row de la table fait vente. Comme ça. Donc, cette fonction-là va venir compter le nombre de lignes qui se trouvent dans la table fait vente et stocker les résultats dans la mesure qu'on appelle ici nombre de transactions. En fait, quand on utilise la fonction count uniquement, la fonction count uniquement prend en argument le nom d'une colonne seulement. C'est-à-dire que lui, il va prendre une colonne pour aller compter le nombre d'éléments non vides qui se trouvent dedans. Là, je vais comprendre. C'est-à-dire que la fonction count va aller compter le nombre d'éléments non vides qui se trouvent dans une colonne. Et là, je vais vous expliquer ça. C'est très important. On va profiter en même temps pour vous expliquer ces fonctions-là en même temps. Donc, je vous rapidement un fichier ici pour que vous puissiez bien comprendre cet aspect-là de mots. Attends, c'est pas celui-là. Je vais prendre rapidement ici DAS. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Un instant. Là. OK. Donc, je viens. Donc, c'était au niveau des comptes en fait. Je suis en train de préparer un jeu de données par rapport à ça. J'ai un jeu de données ici. Je vais mieux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Super. Donc, je prends ça. Je vais copier ces jeux de données-là. CTRL-C. Je reviens au niveau du Power BI Desktop. Je fais ici entrée de données. Mais je pense que nous sommes maintenant des professionnels. Hein. Je peux faire CTRL-V et ça passe. Voilà. Vous voyez ici. J'ai ID, Product, Quantity, Unit Price. OK. ID, Delivery. Donc, tout de suite, je vais appeler ça par exemple ici. OK. Ça dépend. Je vais l'appeler quoi? Bon, count, tout simplement. Bon, je ne sais pas. C'est un nom que j'ai donné comme ça. Moi, je suis chargé directement. C'est pour juste vous expliquer, en fait. Je profite en même temps pour vous expliquer ces fonctions-là. OK. Je profite en même temps pour vous expliquer ces fonctions qui sont là. Je viens ici. Voilà, comme ça. Tout ce qui est count, j'ai count. OK. On a count is. J'ai count et j'ai count comme ça. J'ai count, voilà, count no blink, un truc comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. J'ai count, on a count row, parce que c'est tous les dérivés, voilà, des count. Voilà, on a toutes ces fonctions-là. OK? Donc, ici, la fonction count, vous allez comprendre comment ça se passe. Supposons, je viens là, je mets en évidence ma nouvelle table que je viens de créer, qu'on appelle count, ici. On me demande tout de suite de compter, en fait, de compter le nombre de valeurs qui se trouvent dans ici, qui se trouve dans la colonne quantity. On ne m'a pas dit la somme, on dit le nombre de valeurs. Ici, on a combien de lignes? Monsieur Bévi David, on a combien de lignes dans cette table-là? Au total, on a combien de lignes? Allô? Vous restez avec moi? OK, donc nous avons 14 lignes. Donc, normalement, à travers la fonction qu'on maîtrise bien, si on vient faire un count row ici, on va avoir combien comme résultat? 14. Parce que dans cette table-là, il y a 14 lignes à l'intérieur. Donc, je vais prendre ici une nouvelle table. OK, je vais me placer directement sur cette table-là. OK, je vais créer ici une nouvelle mesure. Et cette mesure-là, je vais l'appeler count row. C'est-à-dire que la mesure même là, je vais l'appeler count row, comme ça. Count row. Et ici, je prends ici count row. Vous voyez, quand il met count, vous voyez, on a count, compter, count, et puis c'est voilà, count blank, count, voilà, je ne sais pas. Donc tout ça, on va revoir, on va voir ça ensemble. Mais je vais prendre d'abord count row. Et lorsque je prends count row, tout ce qu'on veut ici, c'est le nom d'une table. Et je vais prendre ici la table qu'on a appelée count. Ici, je ferme et je valide. Donc, si je décide d'afficher cette information dans une carte de données, ça c'est une carte de données. Je prends ici ma carte de données et à l'intérieur, je vais afficher ici
le résultat de 4 rows. On a 14. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qui est juste. Ici, on a 14 lignes. OK? Maintenant, si on me demande de compter le nombre de valeurs qui se trouvent dans la colonne quantity, normalement, on trouve combien? C'est une question ouverte, donc involontaire. Vous répétez la question, s'il vous plaît. Donc, je disais en fait, tout le monde a compris que, vous voyez, quand je viens ici, dans cette table, on a 14 lignes. Donc, la fonction qui me permet de calculer ces 14 lignes, c'est la fonction quant-row. Maintenant, si je cible la colonne quantité et qu'on vous pose la question, dans cette colonne-là, nous avons combien de valeurs à l'intérieur? De valeurs non vides? 14 moins 2. On n'a pas 14, parce que non vide, on a 1, ici est vide, on saute. 2, 3, 4, ici est vide, on saute. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me fait 12. 14 moins 2, quoi. Ah, d'accord. Ok, super. Je n'avais pas bien entendu. Donc, exactement. Donc, maintenant, la fonction qui me permet de retenir ça, c'est la fonction count. Donc, je viens ici maintenant. Je prends maintenant ici, dans count row là, nouvelle mesure. Ok, nouvelle mesure. Et là, je vais appeler maintenant count égale. Et je fais count. Count maintenant attend le nom d'une colonne. Et cette colonne-là s'appelle comment? Quantity. Donc, je prends ici quantity et je valide. Je valide comme ça. Et lorsque je vais CTRL-C, CTRL-V, coller ça comme ça, et que je vais remplacer les count rows par count, on aura 12. Vous comprenez un peu le fonctionnement? On aura ici 12. Ça, c'est la fonction count. OK? Maintenant, supposons que, regardez bien quelque chose ici. Et si on vous demande de calculer ici le nombre de valeurs non vides, on en a combien? Dans la colonne is, 13. on a 13, n'est-ce pas? OK. Donc, venons calculer pour voir. Si on vient ici et que je viens là, je me mets ici. OK. Oh, comme on sait déjà bien le faire. OK. Je vais juste... je reste là. Normalement, si je modifie ça, la colonne qui est là et que je mets is... OK. Deliver. Normalement, on doit avoir combien? 13, n'est-ce pas? Et regardez ce qui se passe. Lorsque je valide ça, j'ai pris count ici. OK. Is... Deliver. Je valide ça. Et là, on a combien? Regardez ce qui se passe ici. On a 14. Pourtant, quand on vient regarder ici, non. Quand on vient regarder ici, on a 13. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, et là, je vais vous expliquer d'abord quelque chose. Je vais d'abord mettre ça, puis je vais vous expliquer ça. Si j'ajoute EA et que je valide, on a combien? On a 14. Donc, ce qui veut dire quelque chose qui ne va pas, en fait. Quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, ici, on dit non vide. D'accord? Donc, on va aller regarder la donnée. Donc, nous, on a fait copier-coller, n'est-ce pas? Donc, si je viens ici au niveau de transformer les données, je vais vous expliquer quelque chose. Je viens ici au niveau des count. Regardez ici. Là, quand je viens là, ici. Donc, en réalité, parfois, on peut avoir des infos. Vous voyez ici, c'est pas vide en fait. Par exemple, c'est vide, c'est nul qui sort. Donc, nous, ce qu'on va faire, par exemple, je vais faire quelque chose. Voilà. Je vais ici remplacer les valeurs. Et je dis, par exemple, où il n'y a rien, il faut mettre nul comme ça. Je fais OK. Voilà. Là, maintenant, il va reconnaître qu'ici, il n'y a rien à l'intérieur. Il a considéré ici comme c'était renseigné en fait. Donc, si je prends ça comme ça et que je fais fermer et appliquer et que je reviens, vous allez voir ce qui va se passer. Nous sommes à combien maintenant? À 13. N'est-ce pas? Et lorsqu'on vient ici, nous avons combien? 13. OK. Nous avons 13 non vides, normalement. Donc, lorsque je viens ici, au niveau de la formule,
là, ok, vous voyez ici, j'ai mis count et. Mais si j'enlève les A et que je valide tout de suite, et là, vous voyez que ça passe à merveille. Là, j'ai toujours mes 13. C'est bon. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Si on me demande de calculer, par exemple, ok, de compter ici, par exemple, le nombre de lignes, de compter le nombre de lignes lorsque, c'est pas, lorsque, par exemple, produit égale à, par exemple, non, lorsque is deliver égale à vrai, par exemple. Ok, égale à vrai. Et vous allez voir ici, en ce moment-là maintenant, vous voyez que c'est une expression. Dans ce cas, je vais venir ici tout simplement, nouvelle mesure. Il va dire ici, count, ok, count is égal. Vous allez comprendre. Il fait ici count is. Ce que je vais faire ici, quand je vais agrandir, vous allez bien comprendre ici, on doit d'abord préciser en fait le tableau. Le tableau dans lequel on aimerait faire retourner une expression. Bien sûr que c'est count. Quand je prends count maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, qu'est-ce que je vais compter ici? Je vais compter en fait, en réalité, le nombre de, comment dirais-je, je sais pas, le nombre de quantités, voilà, le nombre de quantités ici, le nombre de quantités. Regardez bien, j'ai fait, mais je vais vous montrer quelque chose, je valide ça déjà. Je vais l'afficher. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Vous avez quand même retourner la même valeur tout de suite que j'enlève celui-là. Il prend ici count is. Vous voyez qu'il m'a affiché ici 12 comme tout à l'heure. Bon, lorsqu'on avait fait count ici sur quantity, ici, comme ça. Je reprends en fait pour que vous puissiez bien voir quelque chose. C'était comme ça au départ. OK. Et vous voyez que pour l'instant, vous voyez que count is nous a retenu le même résultat. Mais la différence entre count et count is, c'est qu'ici, on peut même mettre une condition à l'intérieur. Donc, nous, on va dire quoi? Lorsque je viens au niveau de count is, moi, je vais lui dire de me faire quoi ici? D'aller me filtrer. OK? Lorsque je suis dans la table count, je demande en fait filter. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, c'est des choses, OK, on va venir dessus. Il demande en fait d'aller me faire un filtre, OK, sur la colonne qu'on appelle is, OK, is, filter, d'abord plutôt, filter et count, OK, filter count. Et ici, dans filter count, je vais prendre ici tout simplement la colonne qu'on appelle is deliver. Donc, OK, colonne is deliver. Lorsque cette colonne-là égale à quoi? J'avais dit vrai, en fait, comme ça. Et là, vous allez comprendre, je vais réduire un peu la taille comme ça, pour que ce soit encore esthétique. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça comme ça, j'ai fait pour filter, et j'ai mis virgule, comme ça. Voilà. Et là même, je peux enlever celui-là, comme ça. Je vais valider, je reviens, je vais vous expliquer le code. En fait, ici, vous voyez, je vais réduire encore. Donc, je réduis ça comme ça. En fait, ce que j'ai fait, j'ai demandé quoi? J'ai demandé, à partir de la table count, il faut aller me faire d'abord des filtres, ok, sur la colonne is deliver égale à vrai. Donc, dans la vie réelle, ça me donne quoi? Je demande, avant de faire quoi que ce soit là, viens filtrer d'abord cette colonne-là sur vrai. Il faut me prendre seulement vrai. Donc, si on prend vrai, on a combien? Nous avons 8. Donc, dans les 8 qui restent là, va me compter dans la table quantité le nombre de non vides en fait. Il y en a 8 également. Maintenant, supposons que je vais changer la valeur. Regardez bien ici. Si je prends false ici, et que je demande de calculer
le nombre, disons, de valeurs, c'est le nombre de valeurs non vides de la colonne quantité. Lorsque is deliver égale à faux, normalement, il va me retourner 3. Regardez bien ici. Si je reviens ici et que je change, là, je mets par exemple faux, il va me retourner 3 en fait comme résultat. Je fais ici faux. Et je valide. Là, il me retourne 3. Vous voyez un peu la différence? Ça dit quoi? J'ai dit, il faut aller me compter. Avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il faut aller me compter en fait le nombre de valeurs non vides de la colonne quantité. Mais bien avant de compter, il faut d'abord filtrer en fait cette table-là, ok, lorsque la colonne is deliver égale à faux. Donc, c'est ce travail-là qu'il va faire d'abord. C'est-à-dire qu'il va d'abord regarder, il va d'abord filtrer la table pour mettre sur faux. C'est ce travail-là qu'il fait. Ensuite, il vient compter le nombre de valeurs non vides de la colonne quantité. Vous voyez un peu la différence entre quantité et puis, comment dirais-je, entre quantité, non, pardon, entre count et count is. Mais je vous ai, ici, vous n'avez pas constaté les différences tout à l'heure quand j'ai fait count et puis count et ici. Donc ça, je vais même dupliquer même. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. CTRL C. OK. J'ai fait une nouvelle mesure. C'est très important. Hein. Voilà, c'est du DAS. Donc, j'ai fait coller. Je mets ici et A ici. Je mets ici count et comme ça. Je valide également. Et lorsque je valide également, pour que vous puissiez connaître la différence là, je fais CTRL C, CTRL V. Je prends celui-là. Non. Pour que vous puissiez connaître la différence, c'est ça, CTRL V. Je vais coller ici le count est à l'intérieur. Donc, vous voyez que 12, 12. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais regardez ce que je vais faire. Je repars au niveau des Power Query. Au niveau des Power Query. Et je viens ici au niveau de count. Je vais dupliquer en fait cette colonne-là, cette table-là. Je fais ici copier. CTRL V pour coller. OK. Donc ici, je vais mettre ici is deliver là. Je vais changer pour mettre ici vrai ou faux. Quand il met vrai ou faux, tout de suite, il ne reconnaît pas. Mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, je pense que en anglais, il va se retrouver, c'est pas grave, mais je vais le faire pour voir. Donc, je vais dire ici, il faut chercher tout ce qui est vrai. OK. Tout ce qui est vrai et tu remplaces par true, je pense. OK. Voilà, par true comme ça. OK. Et tout ce qui est faux, viens voir ce qui ne va pas. Tout ce qui est faux, tu le remplaces par, c'est quoi, c'est false, comme ça, je pense. Et là, je vais essayer de modifier en fait ici le type de colonne. Voilà, super, bravo. Ici, regardez bien ici. Nous avons ici une colonne de type booléenne. C'est ce qu'on appelle les questions de type booléenne. Et là, quand on parle de booléenne, on fait allusion au binaire. C'est-à-dire qu'en informatique, là, on ne connaît que deux états. Soit ce que tu dis là, c'est vrai, ou bien ce que tu dis là, c'est faux. Soit le courant passe, ou bien le courant ne passe pas. Soit l'ampoule est allumée, ou bien l'ampoule est éteinte. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc ici, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Et pour que vous puissiez bien comprendre ça, je vais d'abord valider, je vais vous expliquer ça ici. Pour cette table-là, OK, je vais l'appeler ici count 2 par exemple. Voilà. Vous allez cette table, vous allez faire fermer, appliquer, vous allez comprendre quelque chose. Maintenant, supposons que on va changer d'étape tout de suite. Pour count, on décide de venir compter, OK, le nombre de is delivered de la deuxième table. C'est-à-dire qu'on va aller regarder dans la deuxième table quel est le nombre de valeurs non vides. OK. Et là, je valide. Regardez ce qui va se passer. Je reviens. Je viens ici cette fois-ci. Je fais pareil. OK. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je prends is delivered de la deuxième table. OK. Et je valide. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, ça passe. Mais là, ça ne passe pas. La raison est simple.
les fonctions count ne fonctionnent pas sur les colonnes de type booléenne, c'est-à-dire les colonnes de type true or false, ou bien les colonnes de type vrai ou faux. Ça ne marche pas. Donc, lorsque vous avez affaire à une colonne avec ce genre de typologie-là, la fonction que vous devez utiliser pour compter les valeurs non vides, c'est la fonction count i. Et c'est valable aussi pour count is. OK? Lorsque on a affaire à une colonne de type booléen, préférez toujours de count et is. Donc, et là, quand je vais cliquer sur voir les détails, impossible de charger les données de cet élément visuel. OK, MD script, OK. Erreur de calcul de temps en temps. On me dit quoi? La fonction count ne peut pas fonctionner avec des valeurs de type booléenne. Ça peut pas. Ça peut pas marcher. C'est la différence qui est là. Est-ce que ici, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que cet exercice de count, vous comprenez maintenant, c'est bon? Rapidement, M. Ousmane Sissoko. On l'a quand même découvert et Okay. un peu seulement. D'accord, super. Faire encore un exemple de chacun. Si ça ne perturbe pas les programmes d'aujourd'hui, ce serait mieux. Oh, ok, de travailler sur, sur tous les comptes là. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais déjà, est-ce que ce qu'on a vu jusque-là, est-ce que vous avez compris ça avec les comptes là? Oui, oui. Je vais voir les autres avec vous, c'est pas grave. Mais est-ce que ce qu'on a fait, les 2, 3, 4 qu'on a fait là, est-ce que vous avez compris ça? Allô, Sissoko? Oui, Ouattara. Ok. Donc, je Oui, disais il n'y a que. pas de problème avec tous les restes qu'on a vus avant. Hein. Il n'y a pas Ok, il n'y a pas de vraiment. souci. Ok, donc on va voir le reste. On va voir le reste. Super. Monsieur Béfi David, c'est bon, c'est bon de votre côté? Oui, ça va aussi, monsieur Ouattara, ça va. Ok, super. Ok, donc on avance. Il y a M. Ngom, M. Roland Joseph. J'espère que de votre côté également, ça va, il n'y a pas de préoccupation, on peut avancer. Oui, ça va, on peut avancer. Super. Oui, ça va. Super, super, super. D'accord. Vous dites ça va, ça me rassure. On a fait 100% à l'examen, hein. Donc après, il faut réviser. Ok, donc on avance. Donc, ici déjà, donc là, maintenant, pour que lui, là, il passe, c'est simple. Il faut que je vienne mettre ici et A pour que ça passe. Je valide. C'est là maintenant qu'il reconnaît. Ok, c'est là qu'il reconnaît. Donc, le camp qui est ici, il va fonctionner que sur en fait de colonnes de type non, je dirais booléenne en fait. Par exemple, ici, si je prends, bon, les camps, il n'a pas de problème, hein, que la colonne soit de type booléenne ou pas, autre type, pour lui, il prend tout en compte. Il prend tout en compte. Voilà. Donc ici, je prends tout de suite quantity là et que je ferme. Ok, je mets comme ça. Tout de suite, il va prendre, il va passer. Voilà, là-bas, il y en a 12. Count et, ok, count is. Donc, il fait CTRL-C, CTRL-V. Je me mets là. Je viens, je copie, ok, ce code-là également. CTRL-C, ok. Je viens, je colle. Que je te faire? Je fais une nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Et là, je fais CTRL-V. Cette fois-ci, je vais l'appeler count et is. Je l'appelle count et is, mais on va toujours laisser count is. Cette fois-ci, au lieu de se baser sur cette table-là, on va plutôt se baser sur la deuxième table qu'on a créée. C'est-à-dire que CTRL Z, ici, on va filtrer sur la table count. Quand la deuxième table qu'on a créée là, c'est pas si vous voyez plus. Count to, ici pareil, count to, is delivered, ok, et ici également count to, comme ça. Simple. Voilà. Bon, là, vous convenez avec moi que ça va chauffer. Si je mets faux comme. Bon, je valide d'abord, mais vous allez voir quelque chose. Ok. Lorsque j'ai validé comme ça, vous voyez que ici, il me retourne combien? Non, je n'ai pas encore remplacé.
Je n'ai pas encore remplacé. Je remplace. C'est normal, ça ne peut plus s'afficher. En réalité, l'information que nous on voit comme ça, là, ici, dans la deuxième table, elle est où là? Ici. L'information qu'on envoie ici, par exemple, true or false, même si je viens, j'y remplace même déjà même par l'expression même ici. Je dis par exemple égal à false, 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 comme ça, et que je valide. Je serai toujours, je vais avoir toujours des erreurs. En réalité, ce n'est pas une zone de test. C'est lorsque c'est une zone de test qu'on met les informations entre deux codes comme ça. Lorsqu'on veut tester un test. Mais ici, il s'agit d'une information booléenne. Donc, je dois enlever ces parenthèses-là. Parce que ça même, c'est une information que je ne connais pas, hein, le langage de programmation, etc. Donc, si je valide cette fois-ci, vous voyez qu'il me fait ressortir l'information. Nous avons 4. Vous voyez qu'il me fait sortir ici 4. Lorsqu'on a false. OK. C'est-à-dire que si je viens ici, là, quantité, voilà. OK. Lorsque c'est égal à false, lorsque c'est égal à false, OK. 1, 2, 3, 4. En fait, le vide aussi, il prend ça comme false. Hein. Par défaut, il les prend. Voilà, ça, j'ai oublié de dire ça. Mais quand vous prenez true, il ne va pas prendre ça en compte. Parce que ce que vous devez savoir là, on ne peut pas avoir des informations de 3 états, ce n'est pas possible. Soit c'est vrai ou bien c'est faux. Quand il y a dedans, il passe comme c'est faux. C'est comme ça que les informations de type booléen fonctionnent. Ça, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas fait de Power BI. C'est-à-dire que quand vous déclarez une colonne de type booléenne, soit, c'est-à-dire que les informations qu'on peut mettre dedans, c'est 2 états en fait. On ne peut pas avoir 3 états, genre vrai, faux, peut-être. Non, non. Soit c'est vrai ou bien c'est faux. Soit c'est faux ou bien c'est peut-être. Mais ça ne peut pas, genre, ça peut pas être. Vous ne pouvez pas mettre des informations de 3 états, c'est pas possible. Il ne connaît pas ça. Soit c'est 0, ou bien c'est 1, soit c'est vrai, ou bien c'est faux. Et c'est connu en fait, comme ça, dans cette logique-là. Donc, si vous avez compris ça comme ça, super. Donc là, je reviens ici. Donc, on a vu count row, on a vu count, on a vu counter, on a vu count is, on a vu count et is. Voilà, donc vous voyez ça, 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 on a vu ça. Maintenant, supposons qu'on me demande tout de suite de compter en fait le nombre de cellules vides qui se trouvent dans cette colonne-là, vous voyez. On a deux vides, ok. Donc, on va ici utiliser la fonction countBlink, c'est-à-dire que compter les valeurs vides. Donc, une nouvelle mesure, je vais l'appeler tout simplement countBlink, comme ça. Donc, c'est égal à quoi ici? Tout simplement countBlink, ici également. Donc, voyez ici. Donc, countBlink va me faire quoi ici? Si je précise ici la colonne, par exemple, quantity, là, et vous allez voir qu'il va me retourner 2 comme valeur. Donc, si je prends ici, CTRL-C, CTRL-V, et que je viens remplacer la valeur qui est là par countBlink, il va me retourner 2 parce qu'il y a 2 valeurs vides dedans, simplement. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, si on vient encore, voilà. Bon, principalement, c'est les 4 fonctions que je viens là, que j'avais donné le voir. OK. Voilà, donc très bien aussi. Bon, les count no-blank, c'est même pas ça, c'est count-blank. Mais les count no-blank, c'est l'équivalence en fait du. C'est-à-dire, on dit de compter, c'est le count no-blank veut dire quoi? Compter les valeurs non vides. Donc, si la fonction count compte les valeurs non vides, c'est comme c'est la même chose en fait. Donc, mais principalement, ce que vous devez retenir ici, c'est ça. C'est ça que vous devez retenir. Maintenant, ce que je vais vous dire, lorsque vous aurez affaire à des connexions en mode direct query, dites adieu à count is, counter, count et is. Ça ne marchera pas. En fait, ces calculs-là, ce qu'on vient de faire ici, c'est des calculs qu'on peut faire directement dans la source. C'est-à-dire que la personne que vous dans les vrais projets, hein, lorsqu'il y a le besoin de faire une mode de connexion directe, soit vous-même, vous êtes un professionnel vous êtes un ingénieur de données data ingénieur, vous pouvez vraiment faire de l'ingénierie. Là, il n'y a pas de problème. Mais au pire des cas,
si c'est un tel projet, il faut qu'on recrute un ingénieur de données qui va déjà précalculer et préstocker les données dans un datamat pour vous. DTM, datamat. Et c'est ces datamat-là maintenant que vous allez attaquer directement, mais vous n'allez pas faire des calculs comme ça, parce qu'ils ont déjà tout calculé et stocké. Très souvent, même, c'est rare même d'utiliser la connotation en mode d'arrêt query, en fait. C'est bon? Monsieur Sissoko, c'est bon maintenant? C'est bon pour tout le monde? On peut avancer. Ça va mieux. Ok. Donc, mais bon, après, il faut réviser. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez créer des flashcards pour ça. C'est-à-dire que count, ainsi que c'est de nombreux. Quand je prends, c'est dérivé plutôt. Count, count row, counter, countis. Bon, voilà, tous les counts, en tout cas, vous révisez. Voilà, vous allez voir que c'est des choses qui vont aller plus rapidement, quoi, en fait. Vous allez me faire un petit résumé de ces comptes-là sur un fichier Word. Ok, bon, si vous le voulez bien, je vais bien le faire. Mais c'est bon, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais vous envoyer en fait le lien officiel de la documentation DAS. Mais je vais, un instant. Mais ce que je vais faire, je vous montre comment il faut réviser dedans. On a plus de 1000 fonctions. Vous n'allez pas partir commencer à bosser tout paquet comme ça. Non. On a vu la fonction count row. Bon, la documentation, c'est ça, c'est simple. Vous venez ici. OK. Google. Vous mettez documentation. OK. DAS. Vas-y. Référence à la référence. Il faut toujours se référer à la référence. Et là, lorsque je viens, voici, les fonctions qu'on vient d'utiliser, en fait, c'est des fonctions d'agrégation, en fait. Tout ce qui est count, là, quand on vient ici, voici les fonctions d'agrégation ici. Count, counter, countis, count bank, count row, count, distinct count. Bon, les distinct count, là, c'est simple, hein. Bon, on n'a pas vu ça, mais c'est vraiment simple. C'est le contrôle. Je prends par exemple CTRL-C, CTRL-V. Si je vais dire ici distinct count, pour que vous puissiez bien comprendre, tout de suite, si je viens là, tac, 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 je suis comme tout ça là. De désélectionner. Bon, il va prendre tout ça, mais c'est long. Il va prendre cette table-là. Cette table. Donc, supposons que on nous demande de calculer dans cette colonne-là les valeurs distinctes. On va le d'abord manuellement. Hein. Ici, si on fait un distinct sur cette colonne-là, on aura combien? Monsieur, il y a un point qui est là, Sissoko. C'est-à-dire que les valeurs distinctes ici, il y en a combien? Des valeurs qui ne se répètent pas. Oui. Bon, non. Une valeur distincte est différente d'une valeur unique. Quand on dit qu'il ne se répète pas, ça veut dire unique. Je parle de valeur distincte en fait. C'est la question. Et c'est vrai que je vais comprendre. Une valeur unique ne se répète pas. Par exemple, si on veut aller en termes de valeur unique, j'ai par exemple ici, j'ai deux qui se répètent, donc ça veut dire que c'est éliminé. Je dirais même plus ces deux là, en fait. C'est vrai que je vais comprendre. Oui. Voilà, pourtant quand on est distinct, quand je prends 2, ça me fait 1. Quand on est unique, ça fait 0. Okay. Donc, on va compter ensemble. On a 25. On regarde, est-ce que 25 se répète encore? Non, non, ça fait une fois. On a vide, on compte. OK? Parce qu'on a dit que distinct, on a 2 vides. Donc, on prend une fois. Donc, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà eu vide, on saute. Donc, on est toujours à 5. Ça fait 6, 7, 8, 9. On ne compte pas, on a déjà vu 5. 9, 10. OK? On ne compte pas, on a déjà vu 4. On ne compte pas, on a déjà vu 2. Ça, je comprends. Donc, ça fait 10. Donc, si on vient faire maintenant, ici, distinct count sur cette fonction-là, nouvelle mesure, tout simplement distinct count égale distinct
count. Alors, si je viens prendre ici quantity là et que je valide, on a fait combien? 10, n'est-ce pas? Je viens ici et je prends. C'est bon? Ouais. Voilà, maintenant aussi, on peut. Vraiment, il y a trop de choses qu'on peut voir. Hein. Regardez bien ici. On a calculé les valeurs distinctes en tenant compte des vides, en fait. C'est ça, non? Ici, on a compté le vide là-dedans. Supposons que on calcule ici les valeurs distinctes tout en omettant, OK, les vides. Normalement, ça me donne combien? 9, je pense. Donc, on vient ici, on reprend la même chose, nouvelle mesure. Et ici, on va appeler ça comment? Tout simplement 10 count no blink. Je vais faire ça comme ça. No blink. Voilà. C'est le nom de la fonction. Donc, on vient ici 10. Je peux faire ça 10 count no blink. Comme ça. Vous voyez, vous savez tout dire. Hein? Je viens prendre ici quantity de la table tube. Je ferme la parenthèse. Normalement, si je viens afficher cette valeur-là, ça me fait 9. Ici, là, les valeurs distinctes, ici, là, on a tenu compte des valeurs des cellules vides, en fait. Et ici, on n'a pas pris en compte les cellules vides. Maintenant, de façon mathématique, même si vous avez 1000 valeurs vides dans une colonne, en fait, là, lorsque vous faites distinct quand sur une colonne, OK, et qu'il y a 1000 cellules vides dedans, supposons qu'après tout, vous avez trouvé, par exemple, comme résultat 100. Toujours, quand vous allez appliquer le distinct quand no blink, là, c'est toujours moins 1. Parce que quel que soit le nombre de fois, la cellule vide se répète, elle sera comptée une fois. Donc, c'est toujours la valeur de distinct count moins 1 que nous donne toujours la valeur de distinct count no blink. C'est la formule mathématique qui est là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, voici, vous voyez, on vient de voir tout ça là, on a vu tout ce qui concerne count maintenant, normalement. Voilà, vous devez, en fonction des circonstances, pouvoir utiliser ces fonctions-là. Et aussi, bien sûr, regarder la vidéo au besoin, reprendre, regarder à plusieurs reprises s'il le faut, pour bien assimiler. OK, ça fait combien de fonctions? Voilà, 8 fonctions. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Sinon, on va toujours avancer. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer maintenant. On devait maintenant calculer en fait le nombre de transactions. Donc, le nombre de transactions, on l'a calculé. Donc, après avoir calculé le nombre de transactions, nous allons maintenant calculer quoi d'autre là? OK. Nous allons ici maintenant calculer le nombre de transactions N-1. Mais regardez ce qui va se passer ici. Qu'est-ce que vous observez là? Entre l'indicateur 8 jusqu'à 11 et l'indicateur 7. Qui peut essayer de me commenter ça un peu? Qu'est-ce que vous constatez ici? Quelle remarque faites-vous? Chers participants, donnez votre avis. Un volontaire pour donner son avis. Ne cherchez pas lui, dites ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'on constate? Oui, M. Ousmane Sissoko. Et nous sommes face à une comparaison Mhm. entre 2 années. Le nombre de transactions, ça c'est pour l'année N qui est en cours. Et en Mhm. bas, on voit le nombre de transactions pour l'année passée. Mhm. En l'écart du nombre de transactions, ça aussi, ça concerne l'année N-1. Bon, tout, à part nombre de transactions, tous les restes concernent
l'année N-1 sauf le nombre de transactions YTD. Super. Alors, merci, bravo, c'est déjà bon. C'est bon, c'est bien vu. Voilà. En fait, ici, ce que j'ai recherché, en fait, c'est quoi? Tout ce que vous voyez ici, là, l'indicateur 8, l'indicateur 9, l'indicateur 10, l'indicateur 11 dépendent de l'indicateur 7. En réalité, si par exemple, le nombre de transactions total égale à par exemple 1000, pourtant les 1000 transactions, c'est pour 3 années en fait. C'est-à-dire que, pour que vous puissiez bien comprendre cette partie-là, je me mets ici. C'est-à-dire que transaction de l'année 2021. Ok, voilà. Attention, voilà, je viens ici, je vais incrémenter comme ça. Donc, le chiffre d'affaires de 2020, on a fait pardon, le nombre de transactions, on a fait 100 transactions, on a fait 200 transactions, 50 transactions, 50 transactions. Et bon, c'est fini. Donc, vous comprenez avec moi qu'au total, on a fait ici 350 transactions, n'est-ce pas? Les 350 transactions, là, normalement, c'est ce qui est stocké ici. Nombre de transactions, nombre de transactions égale. C'est comme ça. Donc, le nombre de transactions en réalité égale ici à 350. Maintenant, nous, on dit, il faut prendre encore CTRL-C, CTRL-V. Nous, on va ici mettre en évidence en fait une formule qui va nous permettre, lorsque je sélectionne par exemple une année en cours, supposons que l'année sélectionnée par exemple, bon, ça c'est le nombre de transactions globales, mais si je sélectionne par exemple 2022, normalement, le nombre de transactions va être égal à quoi en ce moment-là? À 200, n'est-ce pas? Et le N-1 sera combien en ce moment? 100. Parce que l'année sélectionnée, c'est 2022. Donc 2022, le nombre de transactions est égal à 200. Donc, je prends en fait tout ce que j'ai comme chiffre d'affaires et je retourne uniquement que pour année N-1 en fonction de l'année sélectionnée. Donc, si l'année sélectionnée est égale à 2022, on me retourne 200 pour l'année sélectionnée et on me retourne en fait pour l'année N-1, qui est 100. Ça me retourne 100 ici. Mais si par exemple, l'utilisateur décide d'afficher les données de l'année 2023, 50, normalement, le N-1 va changer et va passer à 200. Donc, il va s'adapter en fait en fonction de la sélection que vous faites. Vous voyez un peu. Maintenant, après encore, on demande l'écart. L'écart, c'est quoi maintenant? Lui, il va regarder en fait. Donc, quand je prends le nombre de transactions de l'année en cours, vous voyez ici, je dis quoi ici? Écart, nombre de transactions N-1. Donc, je prends en fait transactions effectuées cette année, c'est peut être égal à, je vais prendre ici, peut être égal à quoi? Nombre de transactions moins pour l'année précédente. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça comme ça, je vais changer. Donc ici, je vais juste mettre ici, voilà, comme ça. Vous voyez ici, c'est un peu moins 150. Donc vous voyez, ce qui veut dire quoi? Quand on prend les données de l'année 2023, nous sommes à 50 transactions. Donc lorsqu'on compare les transactions de l'année 2023 comparativement à l'année 2022, il y a eu une baisse de moins de 150 transactions. Vous voyez qu'il y a vraiment eu une baisse en fait. Ça, c'est l'écart en termes de volume. Vous voyez, en termes de volume. Mais après, on aimerait voir aussi le cas en termes de pourcentage. OK? Donc, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Donc, si je viens, par exemple, je prends l'année égale, par exemple, 2022, j'aurai ici 200. Et l'année précédente, c'est combien? C'est 100. Donc, il y a eu un écart de 100. Donc, il y a eu une augmentation. Si l'année sélectionnée est égale à 2022, on a fait 200 ventes. Donc, l'année qui précède, c'est quoi? C'est 2021, on a fait 100.
Donc, comparativement à l'année précédente, il y a eu une augmentation de plus de 100 transactions. C'est ce qu'on veut faire ressortir ici, en fait. Et puis après, on va juste convertir ce qu'on a eu ici, là, en pourcentage. Je ne sais pas si je vais comprendre. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, là aussi, en fait, c'est le cumul annuel, en fait. Ça veut dire que le cumul annuel, c'est quoi? Lui, il va essayer, au fur et à mesure que j'avance là, c'est-à-dire qu'il va me prendre ici pour une année donnée. Supposons qu'on a fait 100 ventes. Les 100 ventes là, on veut voir ça par date. C'est-à-dire que le premier, on a fait combien, le deux, on a fait combien. Et lui va commencer à accumuler pendant une année en fait. Il prend les ventes du jour 1 plus les ventes. Si, supposons que je sélectionne les données jusqu'au 38e mois, il va me prendre toutes les dates au cours de laquelle on a fait des ventes là. Il va additionner au fur et à mesure les ventes. En fait, c'est le cumul en fait, si vous voulez. J'ai juste mis ici Yet to Date pour que ça soit un réflexe pour vous. C'est la fonction même qu'elle a là, Yet to Date. Pour que vous puissiez en fait vous rappeler à tout moment de la fonction. C'est bon? Monsieur Ngom, c'est bon pour vous? Est-ce que on suit la cadence? Allô? Allô? Ok, qui est là? Ok, monsieur Ousmane, monsieur Bévi David, est-ce que cette explication, vous avez compris ça? Vous voyez un peu où on s'en va? Le nombre de transactions YTD, vous pouvez revenir sur cette partie-là. Quelle partie? Le nombre de transactions YTD. Yet to date. En fait, ici, bon, supposons que pour l'année 2023, quand je prends l'année 2023, là, en réalité, on a fait des ventes uniquement le 3, je prends par exemple, je sais pas, voilà, le premier, le 3, le 5, voilà. Ici, par exemple, ça peut être le 5, voilà, le 5 premier mois, ok, 2021. Bon, là, je vais tirer pour aller plus rapidement. Voilà. Vous voyez ici, normalement, là, ici, par exemple, les 5 qu'on voit ici en réalité, c'est parce que ici, on a fait 50 ventes, 25 ventes et puis 25 ventes. OK? Vous comprenez avec moi que tout ça, en réalité, rend en ligne de compte de l'année 2021. Si on nous pose la question, en 2021, on a fait combien de ventes? Ça fait 100. Donc, ce sont ces 100 qui sont là. Maintenant, il peut arriver que, par exemple, on va mettre ici un filtre qui permet à l'utilisateur lui-même de sélectionner la période pour laquelle il veut analyser ces données. Parce qu'on ne doit pas imposer, en fait. Lui, il peut dire, bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais analyser les données du premier au 2. Donc, maintenant, s'il veut calculer les year to date, là, c'est-à-dire que si on met une colonne ici, year to date, ce qui se passe, c'est que ici, là, on aura 50. Ici, on aura 50 plus 25, ça me fait 75. Ici, on aura 50 plus 75 qui me donne 100. C'est ce qu'on appelle le year to date. C'est le cumul. C'est la valeur qui va retourner. C'est la valeur qui va retourner en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on nous sommes au 25 là, lorsque nous sommes au 25, voici le résultat qui va retourner. C'est qu'il a déjà pris en compte toutes les valeurs précédentes. Lorsque nous sommes au 3, voici la valeur qui va retourner. Il a déjà pris en compte toutes les précédentes. Plus lui-même, en fait. Donc, comme ça, là, il peut retourner les données comme ça jusqu'à pendant un an donné. C'est-à-dire que pendant 12 mois, il peut cumuler les données comme ça. On peut décider également aussi de cumuler les données de façon mensuelle. Le cumul mensuel, le month to date. On peut décider de voir le cumul trimestriel, le quarter to date. C'est bon? Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? Oui, ça va bien maintenant. Ok, maintenant aussi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Là, j'ai parlé de pourcentage. Bon, je ne laisse pas expliquer, parce que c'est la même chose là, mais je vous explique ça rapidement. En fait, le pourcentage là, ici, c'est simple. En réalité,
on va juste prendre ici, en fait, l'écart qui est là, en termes de volume, qu'on va diviser, OK, par l'écart, pardon, par le nombre de transactions de l'année précédente. OK, vous voyez, en réalité, je me suis mis ça en pourcentage, ça me fait 100%. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est-à-dire que l'année sélectionnée ici, c'est l'année 2022. On dit en 2022, là, on a fait 200 transactions, 200 ventes. Mais quand on compare les données de 2022 et puis 2021, on a trouvé qu'en 2021, là, on a fait 100 ventes. Donc, il y a eu une variation, une augmentation comparativement aux ventes de l'année 2021 de 100 ventes. Soit 100% des ventes contre l'année précédente. Maintenant, supposons que l'année sélectionnée, c'est 2023. En 2023, on a fait 50 ventes. Donc, l'année précédente, c'est quoi ici? C'est 2022. Donc, 2022, on a fait 200 ventes. On a fait une baisse de 60. Regardez bien. Mais c'est une faillite, en fait. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que l'entreprise a fait une baisse au niveau de ses transactions de 75%. Ça doit passer au rouge même comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va calculer ces mêmes informations-là en termes de volume, en termes de transactions, et on va répéter la même chose aussi pour les chiffres d'affaires. Pour dire, bon, voilà, on dit que tu as fait 100 ventes. Les 100 ventes-là ont généré combien comme CA? Parce que quelque chose qui est vrai, c'est quoi? C'est que ici, on peut faire moins 75% en termes de transactions. Et puis, le chiffre d'affaires va bomber de 75%. C'est possible. Parce que il peut s'avérer que, disons, en fait, le volume des ventes ne reflète pas réellement, en fait, l'argent que ça fait entrer, en fait. Peut-être que en 2000, je dirais, en 2023, je suppose qu'en 2021, on vendait des pièces détachées de voitures, volants, je sais pas, portières. Vous voyez? Donc, les gens viennent, ça sort. Mais on dit en 2023, là, en 2022, on vendait en fait, OK, en 2022, bon, en 2022, on vendait en fait des pièces détachées. Mais en 2023, on a décidé de quitter dans tout ça. Maintenant, c'est des voitures on vend. OK, mais dis donc, façon dont on achète voiture, puis on achète pièces détachées, c'est pas pareil. Hein? Donc, vous voyez. Donc, peut-être que c'est ce qui justifie en fait la baisse, par exemple, de leur volume, mais le chiffre d'affaires va bomber. Par exemple, il peut arriver même que pour 50 pièces achetées, ça ne vaut même pas le coût même d'une voiture. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris ça comme ça? Oui, l'explication, c'est bien clair. Ok. Donc, voilà, si tout le monde a compris ça comme ça, et je pense aussi qu'il y a d'autres mesures telles que le coût, par exemple, le coût d'acquisition des produits qu'on va calculer, la vente nette, comme ça. Bon, je préfère me calculer vente nette, mais avant le coût. Bon, c'est pas grave, l'autre n'est pas important. Et ici également, on peut calculer la marge, ça c'est très important. Également, ça c'est des mesures très importantes. Donc je vais, voilà. Bon, je suis preneur aussi, hein. Ça c'est un travail qu'on fait ensemble. Si vous trouvez qu'il y a d'autres indicateurs qu'on peut ajouter, on l'ajoute. Et puis voilà quoi, ça permet de mieux enrichir notre cas pratique. C'est bon pour tout le monde? Si c'est bon pour tout le monde, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. Bon, vous allez constater qu'on n'a pas que, voilà, ce n'est pas que de la visualisation qu'il faut faire en fait. C'est tout cela qui vous permettra de bien comprendre en fait la puissance de Power BI. Ok, vous-même, c'est-à-dire que de vous évaluer en termes de ce que vous pouvez faire avec Power BI, de comprendre qu'est-ce qu'on peut réaliser sur Power BI, et également aussi vous faire savoir aussi que la compréhension du métier des données dont vous disposez pour la création de vos rapports, des dashboards est très, très cruciale dans le processus. Super. Donc, si c'est bon pour tout le monde, voilà, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous invite, voilà, plus ou moins à vraiment révisionner la vidéo. Vous avez déjà suivi la formation. Donc, s'il y a des parties que vous avez compris, vous pouvez sauter pour aller vraiment à l'essentiel, quoi. Et approfondir certaines notions, prenez des notes, faites des résumés et surtout les exercices.
Voilà, c'est un examen en fait. Donc, il faut vraiment s'exercer et puis voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez compris ça, on va se dire, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, on va clôturer la séance. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Monsieur Bévi David, c'est bon de votre côté? Oui, c'est bon. Et comme d'habitude, je pense que la vidéo va encore renforcer certaines défaillances. Super, super. Ok, Monsieur Ngom, bon, apparemment, il ne nous suit Oui, pas. monsieur Frédéric. Ok, il est là. Oui, oui, je suis C'est là. bon? Ok, c'est bon de Oui, votre c'est bon, côté? c'est bon. Super, Oui, c'est bon de mon super, côté, c'est bon. super. C'est Monsieur bon. Roland Joseph. Oui, oui, c'est bon pour Super. comme avec la vidéo, on va D'accord, renforcer ça. d'accord, d'accord, c'est super, c'est super. On va terminer avec Monsieur Sissoko, Ousmane. Oui, oui, ça va bien. D'accord, super. Donc, excellente soirée à tous et surtout, bon courage. Voilà, au revoir.